Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Révéler les scale-up qui façonneront l'économie de demain. Alice Albizati, founding partner de Revaya. Quand je suis rentrée en France à l'été 2017, j'avais des envies entrepreneuriales de longue date qui étaient partagées par mon associé. Et à force de voir que quand on veut, on peut. Et que pour réussir, il faut tenter sa chance. Et donc, il y a eu un alignement de planètes, du coup, avec des envies personnelles fortes et avec une lecture du marché, des fortes convictions sur le fait qu'il y avait enfin un momentum dans l'investissement dans la technologie en Europe. Donc, on a voulu créer Revaya en ayant l'ambition de créer une plateforme d'investissement qui soit vraiment une référence pour l'investissement dans l'innovation responsable. Donc, avec une double dimension de créer des sociétés très grandes, très innovantes, en très forte croissance, donc c'est champions de demain, et en investissant dans des sociétés avec une dimension d'investisseur responsable, donc de réfléchir à l'impact sociétal et environnemental de ces sociétés. Une belle success story dans le monde de l'investissement à découvrir cette semaine. Alice nous emmène dans l'univers de Revaya, un fonds growth au cœur de l'Europe. Cette jeune équipe fondée par Alice et son amie de jeunesse, Elina, construit des ponts entre les marchés de capital risque privés et publics grâce notamment à un partenariat avec Sycomore Asset Management. Vous comprendrez que l'un des piliers de la thèse de Revaya est celui de l'investissement responsable. Alice revient en profondeur sur les différences majeures entre growth et venture, la place des fonds européens vis-à-vis des mastodontes américains et asiatiques, sur les bénéfices d'un fonds crossover et les capacités requises pour accompagner les scale-up dans leur expansion. Nous n'allons pas au travers de tous les investissements de ce premier fonds, mais revenons sur certains d'entre eux, comme Epsor et Welcome to the Jungle. Puis nous faisons une digression sur la gestion du risque au sein de ce fonds hybride. Enfin, Alice prend le soin de nous parler d'ESG et nous explique au travers de la société GoHenry comment le G de gouvernance est mis en pratique. Bonne écoute à tous. Bonjour à tous, bonjour Alice. Bonjour Solène. Alors je suis ravie que cet enregistrement ait lieu. Déjà, la dernière fois, ça a été un petit peu loupé pour la journée. Donc maintenant, ravie qu'on puisse s'asseoir ensemble. Et j'aimerais faire un petit merci à Nicolas Dessus et Sandra Cadiou en particulier pour avoir fait que cet enregistrement ait lieu. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter à nos auditeurs et nous faire un petit retour sur ton expérience en private equity, s'il te plaît ? Oui, volontiers, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis la cofondatrice d'un fonds de growth qui s'appelle Revaya, qu'on a lancé en 2018 avec mon associée Elina Berebi, avec l'ambition d'accompagner la nouvelle génération de champions tech en Europe et de réussir à faire de l'investissement dans de la performance et de la durabilité. Et donc moi, pour mon parcours, j'ai grandi à Paris, je suis ingénieure de formation et j'ai fait toute ma carrière dans l'investissement, d'abord dans le private equity, puis dans le monde du growth. Et donc j'avais commencé à travailler chez BPI France quand c'était à l'époque le fonds stratégique d'investissement, qui était un super endroit pour découvrir le monde du private equity et investir pour l'intérêt général. J'ai fait du buy-out chez LBO France, donc dans des équipes small cap, mid cap, donc dans des entreprises plutôt matures, à taille humaine. Et ce qui me plaisait le plus, c'était les entreprises très innovantes, en très forte croissance. Et c'est pour ça que je me suis orientée vers le growth. Et j'ai passé 3 ans aux États-Unis où j'ai travaillé pour une société qui s'appelle Verlinvest, qui est une holding d'investissement familiale détenue par les familles fondatrices du groupe AB InBev. Et chez Verlinvest, j'ai eu la chance de découvrir cet investissement growth, donc accompagner des sociétés en très forte croissance qui sont en train de dépasser les frontières et de créer des positions de leadership mondial. Donc quand j'étais chez Verlinvest, on avait pu accompagner des sociétés comme Oatly, c'est une société suédoise qui fait des boissons à base d'avoine, qui est maintenant cotée au Nasdaq depuis l'an dernier. On avait pu accompagner une société qui s'appelle Chewy, qui est le numéro 1 aux États-Unis de la vente de e-commerce de produits pour animaux et qui est également cotée au Nasdaq. D'accord. Et en étant
aux États-Unis, j'ai eu la chance d'être dans un marché qui a 5 ans, 10 ans d'avance par rapport au marché du growth et du venture en Europe. Oui. Quand je suis rentrée en France à l'été 2017, j'avais des envies entrepreneuriales de longue date qui étaient partagées à force d'en fréquenter. Voilà, et à force de voir que quand on veut, on peut, et que pour réussir, il faut tenter sa chance. Et donc, il y a eu un alignement de planètes, du coup, avec des envies personnelles fortes et avec une lecture du marché, des fortes convictions sur le fait qu'il y avait enfin un momentum dans l'investissement dans la technologie en Europe. Ouais. Et donc, on a voulu créer Revaïa en ayant l'ambition de créer une plateforme d'investissement qui soit vraiment une référence pour l'investissement dans l'innovation responsable, donc avec une double dimension de créer des sociétés très grandes, très innovantes, en très forte croissance, donc c'est champions de demain, et en investissant dans des sociétés avec une dimension d'investisseur responsable, donc de réfléchir à l'impact sociétal et environnemental de ces sociétés, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire abstraction de la crise climatique à laquelle on fait face, de tous ces enjeux de société, et si on veut investir dans l'avenir, on est obligé d'investir dans des entreprises qui réfléchissent à l'avenir sous cet angle aussi, donc qu'on appelle ESG, donc l'environnement, le social, la gouvernance. Donc on a eu la volonté de créer cette plateforme. Et on va approfondir à fond. Ok, alors avant qu'on approfondisse, j'aimerais que tu précises, parce que tu l'as mentionné à plusieurs reprises, mais j'aimerais que tu précises de façon très pratique la différence entre le growth et le venture. Qu'est-ce qui est recherché quand on est un investisseur dans des sociétés en croissance? Vers quel type de société on va s'orienter? Est-ce que tu pourrais nous donner une idée des KPIs, des indicateurs de croissance qui sont recherchés? Oui, c'est une bonne question. Alors le growth, c'est un sous-segment du venture capital. Donc on est dans les sociétés les plus matures du venture. Donc nous, on accompagne des sociétés qui ont déjà trouvé leur modèle d'affaires. Donc on intervient sur des entreprises qui ont déjà au moins 5-10 millions d'euros de revenus récurrents, donc qui ont déjà une centaine de salariés, qui ont déjà un portefeuille de clients établi et qui ont déjà commencé à s'internationaliser, donc à trouver leur modèle à petite échelle et à construire une position notable. Donc on ne va pas nous prendre le risque de produit, on ne prend pas le risque de marché. Ce qu'on prend comme risque en tant qu'investisseur, c'est le risque d'exécution, et c'est accompagner des sociétés qui ont construit quelque chose d'incroyable avec le soutien de business angel, avec le soutien de fonds de venture capital, et on leur apporte les capitaux, donc dans des tours de table significatifs, donc c'est des tours de 20-100 millions d'euros et plus, et également l'accompagnement, l'expérience d'avoir réussi à ouvrir de nouveaux marchés, ouvrir de nouveaux pays, lancer de nouveaux produits. Donc c'est le passage à l'échelle d'une entreprise technologique qui a eu déjà plusieurs années d'hypercroissance, qui a pivoté parfois plusieurs fois et qui est en train de créer donc cette position. Donc nous, on a pu accompagner des entreprises par exemple comme Welcome to the Jungle, c'était notre premier investissement. C'est une plateforme de marque employeur et de recrutement de jeunes talents. Bien connue en France. Voilà, bien connue en France et qui aujourd'hui a démontré toute sa pertinence sur son marché. Alors, quel type d'expertise faut-il avoir quand on est investisseur en growth? Alors, quand on est investisseur en growth, on est un peu à mi-chemin entre... C'est hybride. C'est hybride. Et c'est ça qui est passionnant comme métier. Enfin, on a la chance tous les jours de rencontrer des entrepreneurs et des entrepreneuses qui sont des chefs d'entreprise et des visionnaires extraordinaires. Et donc, nous, on est à mi-chemin entre des investisseurs de venture et de capital risque. Donc, il faut avoir une compréhension très fine des marchés, du potentiel de croissance de ces marchés, de la profondeur de ces marchés. Et on est aussi des investisseurs de sociétés qui sont déjà plus matures. Enfin, on investit dans des PME, donc comme je disais, qui ont déjà des salariés, qui ont déjà beaucoup de données à analyser. Et donc, moi, mon background, c'est un background du private equity, donc on a aussi une approche en growth qui est une approche très analytique. Donc, on va devoir à la fois mesurer le potentiel de l'équipe qu'on accompagne, et on doit aussi, on regarde
l'exécution de ces entreprises, donc leur donner, on va regarder les cohortes de clients, comment ça se comporte dans le temps, on va mesurer tout un tas de KPI, qu'ils soient financiers ou extra-financiers. Et donc c'est un métier qui est très très riche, puisque on a la chance d'être à la fois dans de la croissance, de l'innovation, donc on regarde vraiment vers l'avenir, mais en s'appuyant aussi sur des choses qu'on peut mesurer, qu'on peut comparer. On va pouvoir comparer ça avec plein de sociétés similaires dans le monde du software, dans le monde des fintech, dans le monde de la gestion des talents, et on va pouvoir parler aux clients. Donc c'est un petit peu entre le VC et le private equity. Voilà. C'est vraiment à cheval entre les deux. On est à cheval entre les deux, entre VC ou private equity, ou entre VC et marché coté, puisque après nous, il y a aussi les marchés cotés. Nos sociétés de growth, généralement, quand elles franchissent leurs différents tours de financement. Ensuite, il y a 3 grandes sorties. Soit elles se font racheter par des corporates. Et donc, nous, en tant qu'acteurs du growth, on les accompagne dans leur trajectoire de croissance et on essaye de construire les meilleures equity stories pour leur donner le plus d'optionnalité possible à la sortie. En dehors des rachats par des corporates, les 2 rachats, c'est soit des introductions en bourse, soit des rachats par des fonds de private equity. Et donc, en effet, on est à l'intersection entre le monde du venture et celui du private equity et des marchés cotés. Alors, 2 dernières questions sur cette big picture. Tu disais que les États-Unis avaient 5-10 ans d'avance sur nous, sur nous en Europe. Au niveau du growth, l'état des lieux en Europe, c'est quoi par rapport aux États-Unis? On a un peu de retard. Mais comment ça s'est structuré? En fait, ce qui est intéressant, donc l'Europe est en retard par rapport aux États-Unis ou à l'Asie en termes d'investissement dans le venture. Quand on regarde les derniers chiffres, donc jusqu'aux années 2010, il y avait encore très très peu de growth et de venture à taille significative en Europe. Depuis, en fait, l'Europe, ça a été la géographie qui a été en plus forte croissance dans le monde de l'investissement dans le capital risque. Et quand on regarde les chiffres de 2021, l'Europe représente 17% des investissements mondiaux dans le capital risque. Donc on est vraiment le marché un des marchés qui est le plus attractif dans ce domaine-là. Et ce qui a tiré la croissance de l'investissement dans le capital risque et dans le growth en Europe, c'est les tours late stage. Donc c'est tous ces tours de financement dont on entend parler tous les jours dans des journaux, de scale-up qui arrivent à attirer des investisseurs et des montants significatifs. Et donc c'est vraiment tous ces tours de 20, 50, 100 millions et plus qui créent ces licornes, qui tirent la croissance du marché. Donc on est sur un marché qui est en croissance de plus de 50% par an, ce qui est assez rare d'avoir ce dynamisme-là, et qui est vraiment porté par ces tours significatifs late stage qui sont indispensables pour créer ces champions mondiaux qu'on utilise tous les jours. Enfin, les GAFA ont été financés par des tours significatifs, parce que quand on est en très forte croissance, quand on innove beaucoup, quand on dépense en recherche et développement, en produits, en marketing, forcément, on n'est pas forcément rentable dans les premières phases de développement. D'où l'importance d'avoir des tours de growth qui ont touré. Et par contre, la différence qu'on a en Europe par rapport aux États-Unis ou à l'Asie, c'est que plus on va dans des tours de financement late, donc chaque tour de financement a une lettre, donc on parle de seed, série A, B, C, etc. Dès qu'on est sur des tours de série C et plus, donc les tours de plus de 40 millions d'euros, en fait, la part des investisseurs européens, elle est très très faible. Donc sur une tour de série C, c'est à peu près 25% d'investisseurs européens. Et plus on est sur des tours late, moins il y a d'investisseurs européens qui sont lead ou co-lead de ces tours. Et donc ça, nous, on pense que c'est dû au fait qu'il y a que les fonds de VC et les fonds de growth européens sont en effet beaucoup plus petits que les fonds américains ou que les fonds asiatiques, parce qu'on a un peu de retard par rapport à ces fonds-là. Enfin, voilà, on a moins de capacité à financer. Par contre, ça fait un coût d'opportunité, à la fois pour les épargnants, puisque nous, en tant que fonds d'investissement, on est l'intermédiaire entre l'épargne, que ce soit l'épargne collective ou l'épargne individuelle, et l'économie réelle. Et donc, c'est un coût d'opportunité pour ces investisseurs qui n'ont pas accès à cette catégorie des scale-up. Et en fait, les scale-up, c'est la croissance, c'est la performance et c'est l'économie réelle de demain. Et c'est aussi un coût d'opportunité pour les entreprises, puisque elles n'ont pas le choix d'avoir une diversification de leurs sources de financeurs dès qu'elles sont sur des stades de late stage. Donc c'est super d'avoir des fonds américains et d'avoir des fonds asiatiques, puisque c'est souvent des fonds qui vont pouvoir les aider dans leur expansion internationale, et c'est clé de pouvoir aller aux États-Unis, aller en Asie, ouvrir les pays européens. Mais
c'est un coup d'opportunité. Donc nous, chez Revailla, on a eu l'ambition de créer un fonds de growth qui soit à la hauteur de notre écosystème et avec la volonté d'avoir un fonds qui soit aussi performant et innovant que... Et ça marche. Et ça marche, bah ouais. Grâce à l'écosystème qui est hyper riche. Parfait. Alors, on va revenir sur la genèse de Gaïa devenue Revailla récemment. Ça a été quoi le trigger? Donc, tu disais que tu avais, toi, envie d'entreprendre. Tu sentais que ça venait de tes tripes. Et comment s'est faite cette discussion? Si tu peux nous donner un petit peu des détails sur les toutes premières discussions que tu as eues avec Elina. Voilà, à partir de quand vous vous êtes dit on se lance? Ça s'est fait en fait de façon très naturelle et très évidente. Donc Elina et moi, on se connaît depuis 16 ans, on a fait nos études ensemble, donc on était ingénieurs ensemble, on a fait notre formation militaire, on était dans la même équipe de basket, donc on avait eu tout un tas d'expériences ensemble et on avait commencé notre carrière aussi au sein de la même équipe au Fonds stratégique d'investissement. Donc on avait eu à la fois une amitié scolaire et professionnelle. Et on était toutes les deux parmi les premières équipes à faire de l'investissement growth. Donc moi chez Verinvest et Elina, elle était chez Euraseo où depuis 2013, elle avait aidé à lancer la stratégie Euraseo Croissance. Donc on avait une expérience dans cette classe d'actifs qui était en train d'émerger en France et en Europe. Et ça s'est fait à une table de café. J'étais sûre, j'allais le dire. Comme tous les projets entrepreneuriaux. Et où moi Vous étiez à Paris? On était à Paris en fait. Moi, je venais d'avoir mon premier enfant. J'étais rentrée des États-Unis et après 5 mois de congé maternité, je me suis dit qu'il fallait réfléchir à la suite. Et donc, en parlant avec Elina de la suite, on m'avait fait quelques introductions, notamment à un fonds de VC. Je lui demandais ce qu'elle en pensait. Et elle m'a dit je les connais très bien parce que moi aussi j'ai un projet entrepreneurial et je suis en discussion avec différentes personnes. On cherchait, je cherche la personne pour lancer ce projet avec moi et j'avais en tête quelqu'un de vraiment pas du tout, de très complémentaire, donc très différent. Donc je voulais un homme, entrepreneur, plus âgé pour pouvoir équilibrer. Mais en fait, ça marche pas de chercher juste un profil idéal. Il faut chercher quelqu'un avec qui on s'entend bien. Et donc avec cette discussion de café, on s'est dit, allons-y. Voilà, on a cette passion ensemble. Essayons, tentons notre chance. Super. Donc voilà, la décision est prise, vous vous lancez à deux. Vous avez, j'imagine, élaboré votre thèse d'investissement et puis commencé à lever. Comment vous avez levé? Combien de temps ça vous a pris? Auprès de qui vous êtes allé au tout début? Alors, ça a pris du temps. C'est-à-dire? Parce que ça a pris du temps. On s'est mis à temps plein sur ce projet en début 2018. Et on a créé notre société fin 2018. Et en fait, pour créer un fonds d'investissement, c'est un marché qui est réglementé par l'AMF. Donc, on a dû obtenir notre agrément, notre autorisation de commercialiser un produit. Et c'est normal puisqu'on est... c'est un métier de confiance où on gère l'argent d'autrui. Et donc, nous, on a eu des discussions avec nos premiers investisseurs à l'été 2018 et on a fait un premier closing du fonds un an plus tard, à l'été 2019. Donc, ça va, c'est pas si long que ça. C'est pas si long. Après, on a 18 mois que ça de grossesse. Voilà. Ok. Et c'était qui les tout premiers? Donc, on a eu la chance d'être très rapidement... soutenu par un nombre d'investisseurs à la fois institutionnels et d'investisseurs particuliers, de family office, donc qui est représentatif de notre base d'investisseurs aujourd'hui dans le fonds qu'on a levé. Donc on a levé 250 millions d'euros pour ce premier fonds et sur ces 250, on a 100 investisseurs au total. On a 10 investisseurs institutionnels et plus de 90 investisseurs particuliers, entrepreneurs. Donc ça, c'est génial d'avoir créé ces relations et d'avoir eu la confiance de cette diversité d'investisseurs. Et on a eu tout de suite des personnes qui nous ont dit « Ok, allez, je vous suis », ce qui était un grand soutien. On a trouvé des sponsors très tôt dans notre projet. Donc, notamment, on s'est associé avec Sycomore Asset Management, donc une société d'asset management. On trouvait que c'était intéressant de s'associer avec une société qui faisait... On va revenir dessus. On n'en parle pas tout de suite. Et donc, on a eu...
BPI France qui nous a soutenus tôt, on a eu Generali, donc une grosse compagnie d'assurance, et on a eu tout un tas de family office, de personnes avec qui on avait travaillé par le passé, d'entrepreneurs qui étaient dans notre marché, qu'on avait connus. Donc, quel gage de confiance. Voilà. Grande satisfaction. Alors, il y a un point que tu as commencé à soulever et tu n'es pas allé jusqu'au bout. C'est les relations avec l'AMF, puisque avant qu'on enregistre, tu m'expliquais qu'en fait, vous avez fait une double demande pour votre agrément, puisque la stratégie que vous avez, c'est une stratégie crossover. Est-ce que tu pourrais revenir justement sur ce qu'est un fonds crossover ? Voilà. Alors, nous, parmi nos convictions pour lancer Revaïa, on avait 4 convictions. Et une des convictions, c'était le crossover. Donc, la conviction, c'est qu'il y a un momentum dans la tech en Europe. La deuxième conviction, c'est que nos sociétés scale-up, pour pouvoir passer à l'échelle, elles ont besoin, bien évidemment, de capitaux et d'expertise growth, mais également de capitaux et d'expertise crossover. Et donc, ce qu'on entend par crossover, c'est réussir à accompagner, à financer des sociétés en amont d'une introduction en bourse et à les suivre après cette introduction en bourse. Donc, l'introduction en bourse, c'est pas le chemin de toutes les sociétés technologiques, mais ce qu'on constate, c'est que pour rester indépendant et pour continuer à construire des positions de leadership sur le long terme, l'introduction en bourse, c'est quand même un super moyen. Et d'ailleurs, on n'a qu'à voir les plus grosses sociétés technologiques. Elles sont aujourd'hui cotées en bourse. Et donc, en Europe, par exemple, on a des Adyen ou on a des Farfetch ou des Datadog qui sont cotés. Et donc, le fonds crossover, c'est quelque chose qu'on a vu émerger aux États-Unis par des investisseurs comme Tiger ou comme Cotu, par des investisseurs qui investissaient initialement sur les marchés cotés et qui sont venus progressivement investir dans le non coté en disant que les sociétés, il y avait beaucoup de valeur à capter post-introduction en bourse, mais qu'en fait, autant les commencer à les suivre plus tôt. Ça permettait de rentrer dans des sociétés très prometteuses, de commencer à construire ces relations et de rentrer à des points d'entrée en termes de valorisation plus bas. Et donc, le crossover, nous, c'est la capacité qu'on a chez Revaïa d'investir dans des sociétés non cotées. Ça, c'est le gros de notre fonds, c'est notre expertise. On est un fonds de growth. L'équipe de Revaïa, c'est une équipe non cotée growth, mais on a aussi la flexibilité d'investir jusqu'à 15% de nos fonds dans des sociétés qui sont cotées en bourse. Et ça, c'est intéressant puisque ça nous permet d'être très crédibles pour nos sociétés non cotées, pour les accompagner vers une introduction en bourse. Ça nous permet de saisir des fenêtres d'opportunités d'investissement à différents moments. Et donc là, en ce moment, il y a une grosse baisse des valorisations sur les marchés cotés. On peut saisir ces opportunités en tant qu'investisseur crossover. Et donc nous, on a dû obtenir de l'AMF l'agrément pour le coté, l'agrément pour le non-coté. Donc c'est un agrément tout à fait classique. Mais on a en effet ces 2 expertises au sein de l'équipe. Parfait. Et quelle est la nature des relations que vous avez ? Tu citais Sycomore Asset Management. Est-ce que c'est un partenaire avec lequel vous bossez ? Voilà, c'est un partenaire qui nous a aidés à lancer Revaïa et qui nous a aidés, qui a été vraiment très important pour le lancement de notre structure. Donc, c'est une société d'asset management. Donc, eux, ils investissent sur les marchés cotés. Ça fait plus de 20 ans qu'ils font ce métier. C'est une société qui était entrepreneuriale comme nous et qui est un des pionniers de l'investissement responsable, puisque ça, c'est une autre conviction de Revaïa, c'est le besoin, mais on pourra en parler après, l'investissement responsable. Et du coup, c'est une société qui nous a aidés à nous lancer, à construire cette expertise crossover, à construire cette expertise aussi ESG très importante. Et nous, quand on a voulu lancer Revaïa, on n'a pas décidé de faire ça, Elina et moi, à 2 dans un garage. On a voulu construire une équipe, construire un projet ambitieux. Et donc, pour construire un projet ambitieux, très tôt, on a été parler avec différentes personnes dans notre industrie et dans d'autres industries annexes pour pouvoir bénéficier de leur expertise, de leur partenariat. Et donc, Sycomore, on s'est associé aussi, on a fait un partenariat tôt avec un fonds de capital risque qui s'appelle Daphne, en se disant c'était intéressant de couvrir tous les segments de marché, de l'early stage au late stage. Et donc, aujourd'hui, à notre comité d'investissement consultatif, pour le fonds 1, on a un gérant de Sycomore et on a un gérant de Daphne qui siège au comité d'investissement. Nous, ça nous permet d'éviter un effet de vase clos, puisque l'équipe est très impliquée et on passe beaucoup de temps avec toutes les sociétés dans lesquelles on investit. Et donc, d'avoir des partenaires qui ont un point de vue un peu différent du nôtre, ça nous permet de nous challenger et de prendre les meilleures décisions d'investissement. Alors, c'est très intéressant ce que tu décris et cette capacité de pouvoir investir dans du côté et du non-côté.
parce que, alors moi, je m'y connais beaucoup plus en investissement en côté. Le suivi du risque n'est pas du tout le même dans un cas comme dans l'autre, et le monitoring non plus. Donc, comment est-ce que vous appréhendez ces deux modes de gestion qui sont quand même assez différents? Ouais, les modes de gestion sont différents. Donc, l'analyse fondamentale des sociétés, c'est la même, que la société soit cotée ou non cotée. Donc, ça, c'est peut-être la moitié de notre métier. En revanche, la gestion du risque n'est pas la même. Et donc, nous, on a investi très fortement dans toutes ces fonctions de compliance et finance. Aujourd'hui, sur le premier fonds, en fait, les sociétés cotées dans lesquelles on investit, ces investissements sont gérés par une délégation de gestion qu'on a confiée à Sycomore Asset Management. Donc comme ça nous a permis d'apprendre, de créer cette expertise pour le premier fonds. Nous, ce qu'on constate, c'est que la partie la plus compliquée du marché et de notre métier, c'est de comprendre les entreprises et comprendre les secteurs porteurs. Et donc ça, toute cette analyse fondamentale, en fait, elle est assez similaire quand on a la chance d'investir sur les marchés cotés avec une vision long terme. Parce que la chance qu'on a chez Revalia, c'est qu'on est un fonds de private equity, donc on a un fonds qui a une durée de vie de 10 ans, là où la plupart des investisseurs dans les marchés cotés ont des fonds ouverts à liquidité quotidienne, et donc du coup, un des gros problèmes ou une des grosses questions de l'investissement sur les marchés cotés, c'est comment est-ce que je peux être investisseur long terme, sachant que mon fonds doit avoir cette liquidité quotidienne. Donc nous, on n'a pas ces questions-là. Et donc du coup, on a la chance de pouvoir faire notre métier un peu différemment des autres quand on investit sur les marchés cotés. Et donc la volatilité, on arrive à l'absorber un peu mieux, puisque notre horizon de temps, c'est un horizon de temps moyen-long terme qui est celui du fonds de 10 ans. Ouais. Ça fait une grande différence. Ouais. Alors, dernière question, parce que c'est la première fois que j'entendais parler de fonds crossover. Je pense que je ne suis pas la seule dans l'audience qui nous écoute. Pourquoi est-ce que c'est si peu développé en Europe? Pourquoi c'est venu des États-Unis? Et est-ce que tu as une hypothèse? Parce que c'est plus connu dans les hedge funds. Voilà. C'est tout simplement ça, je pense. Enfin, c'est plus connu dans les hedge funds. Et donc, les hedge funds sont plus développés aux États-Unis qu'ils ne sont développés en Europe. Donc, il y a un goût du risque et de l'innovation qui est peut-être un peu différent outre-Atlantique. Après, en Europe, c'est un peu développé, c'est plus développé dans les sociétés qui sont dans l'univers des biotechnologies. Santé et biotechnologie, c'est un secteur qui, de façon traditionnelle, a vu l'introduction en bourse comme un moyen de financement qui arrivait assez tôt dans la vie de ces sociétés. D'accord. Et d'ailleurs, en France, il y a un fonds crossover qui est BPI France, qui était notre ancienne équipe quand on a commencé notre carrière. Et BPI France, eux, ils ont une poche technologie et une poche santé. Et la poche santé est relativement importante en termes d'investissement crossover. D'accord. Donc, il y a ce secteur-là et aujourd'hui, la maturité des sociétés technologiques sur les marchés cotés, elle n'est pas la même en Europe. C'est en train d'arriver et ça, c'est une des grandes chances qu'on a aujourd'hui en Europe, c'est qu'on a de plus en plus d'introductions en bourse, on a de plus en plus d'investisseurs, d'asset managers qui s'intéressent à ces sociétés technologiques. On a eu l'IPO, par exemple, l'an dernier ou dans les années passées de sociétés comme Believe Digital. On a eu des SPAC aussi, comme celui de Tonis. Donc, il faut qu'il y ait cette traction, ces entreprises, cette maturité pour que ça se crée. Et donc, voilà, le crossover, ça arrive de façon mécanique après le growth, ça arrive après les sociétés cotées en bourse parce que c'est ce qui vient faire la jonction entre les deux. Parfait, merci. Alors, on va parler de la thèse d'investissement maintenant. Enfin, on y arrive. Est-ce que tu pourrais prendre un petit peu de temps pour nous l'expliquer? Alors, tu as déjà donné des clés de compréhension, tu as parlé d'investissement durable. J'aimerais que tu reviennes dessus, mais j'aimerais aussi que tu reviennes sur les High Conviction Investors. Est-ce que tu pourrais nous dire exactement ce que ça signifie pour vous? Ouais, alors nous, être un investisseur de forte conviction, ça veut dire on a des thèses assez fortes sur les secteurs qui sont porteurs et on fait des paris sur les équipes, les entrepreneurs, les entrepreneuses qui vont réussir à faire émerger ces champions. Et en tant qu'investisseur de conviction, c'est investisseur de conviction et à valeur ajoutée, donc ça veut dire passer beaucoup de temps avec nos sociétés. Nous, en tant qu'investisseurs, on se voit comme une boîte à outils pour aider nos entreprises dans des enjeux tels que le M&A, tels que la gouvernance, tels que l'expansion internationale. Nos convictions, donc chez Revalia, j'en ai pu en parler de certaines, c'était le growth.
c'est maintenant que ça arrive en Europe. La deuxième, c'est qu'il ne faut être pas uniquement investisseur venture growth, mais également crossover, donc savoir ce qui se passe après. La troisième conviction, c'est qu'aujourd'hui, on a un tsunami qui est en train d'arriver sur l'investissement responsable et qu'en tant qu'investisseur, la seule approche qui permet d'anticiper ces changements, c'est d'être proactif en termes d'investissement responsable et donc d'avoir une approche centrée sur des résultats concrets. Et notre quatrième conviction, c'était qu'il y a aussi un besoin de nouveau souffle dans l'investissement en Europe et d'avoir des sociétés qui soient innovantes, qui soient en ligne avec les nouvelles générations d'entrepreneurs, d'entrepreneuses que l'on rencontre. Et donc chez Revailla, notre thèse, c'est d'investir dans des sociétés growth en Europe pour en faire des champions et des entreprises qui sont portées par une mission. Et donc, nous, on passe beaucoup de temps dans notre première discussion en comité de revue des opportunités d'investissement à réfléchir au modèle de ces sociétés, à la mission et à s'assurer que ces missions, elles sont d'une manière ou d'une autre positives par rapport aux questions qui nous intéressent. Et les questions qui nous intéressent, c'est comment est-ce qu'on peut digitaliser les PME, comment est-ce qu'on peut créer des outils d'épargne et de finances responsables, comment est-ce qu'on peut améliorer le monde du travail, comment est-ce qu'on peut anticiper le réchauffement climatique et essayer de lutter contre, comment est-ce qu'on peut proposer des outils de consommation nouvelle génération et comment est-ce qu'on peut proposer des outils pour les créatifs et les développeurs. Donc ça, aujourd'hui, c'est les quelques thématiques qu'on a abordées avec notre premier fonds. Il y en a d'autres, bien évidemment, qu'on a envie d'aborder et de renforcer, comme la santé notamment. Et donc, pour nous, en fait, en tant qu'investisseur, on est d'un certain côté opportuniste parce qu'on dépend de ce qui se passe dans notre marché et des sociétés qui sont financées avant le moment où nous, on les rencontre. Mais nous, on s'assure de créer des relations de longue date avec des sociétés dans lesquelles on croit, oui. Construire le réseau et le réseau d'experts pour pouvoir les accompagner dans leur challenge. Alors ça, c'était une question que j'avais envie de te poser, c'est comment on se positionne, parce que vous arrivez beaucoup plus tard dans le processus d'investissement auprès de ces entrepreneurs à forte conviction que vous recherchez. Comment, à partir de quand vous commencez à regarder ce qui se passe et comment vous nouez des relations avec ces entrepreneurs, parce qu'il faut aussi qu'ils vous choisissent, vous. Donc il faut un petit peu, je dirais, dérouler une stratégie en amont pour voir au prochain tour si vous aurez votre place sur la cap table. Comment vous vous y prenez concrètement ? Ouais, et ben donc on a concrètement, on a construit la cuisine. On a construit une super équipe chez Revailla. Et c'est une équipe, aujourd'hui on est 14 chez Revailla et c'est important. Et on a une équipe qui est entrepreneuse et qui est multilocale. Donc on a des bureaux, on a un bureau à Berlin qu'on a ouvert, on a une personne à New York, une personne à Toronto, parce qu'on pense que dans notre métier d'investisseur, c'est un métier qui est humain et donc c'est un métier où c'est important de pouvoir créer ces relations, même si on fait beaucoup de choses avec des Zooms, on passe notre temps sur Zoom, sur des calls, en fait d'avoir une approche de conviction avec beaucoup de proximité avec nos sociétés et un réseau local, c'est un grand atout pour nous. Et donc notre équipe, en fait, on passe beaucoup de temps à faire du sourcing proactif, à définir les thèses qui nous intéressent. Donc en début d'année, on va pouvoir définir les 4-5 secteurs qu'on veut renforcer cette année. On fait nos deep dive donc sectoriels et à partir de ce travail de recherche en interne, on va faire passer beaucoup de temps à networker, à construire ces relations en amont des processus de levée de fonds. Donc il n'est pas rare qu'on investisse dans une société avec laquelle on a déjà construit une relation depuis 1 an, 2 ans, 3 ans. Et en plus, on a la chance, nous, en tant qu'investisseurs de growth, nos sociétés, en fait, elles sont déjà identifiables, parce que c'est des entreprises qui ont déjà levé auprès de fonds de VC, des tours de seed, des tours de série A, des tours de série B. Et donc, dans notre portefeuille, en fait, 80% des investissements qu'on a fait, ça a été des entreprises que nous, on a contactées de façon proactive, avec lesquelles on était en contact depuis 6, 12, 24 mois avant leur levée de fonds. D'accord. Donc c'est le cas de, par exemple, Algolia, dans lequel on a investi récemment.
pour lequel c'était intéressant d'avoir notre positionnement crossover parce que c'est une société qui est mature, qui a levé une série D, donc qui est très light, et avec laquelle on avait nourri la relation depuis plus d'1 an. C'est le cas de sociétés comme Epsor aussi, qui est plus jeune parce que c'était un tour de série B, mais pareil, on était sur des relations qu'on avait pu anticiper et construire dans le temps. Parfait. Alors, est-ce qu'on pourrait prendre une société alors, tu me disais qu'on pourrait parler de GoHenry, par exemple, qui est moins connue en France, et nous expliquer de manière concrète, alors déjà, ce qu'ils font, pourquoi vous avez décidé d'investir, mais aussi comment vous déclinez ce volet gouvernance au sein de sociétés dans lesquelles vous investissez. Et c'est un point que j'avais beaucoup creusé avec Olivier Mathieu dans l'épisode 2050 pour voir vraiment comment vous monitorez aussi ce volet investissement durable vis-à-vis aussi de vos LPs. Ouais, alors c'était une question à tiroir, je suis désolée. Non, c'est parfait. je prends mes esprits. Alors, donc... déjà, pour commencer, sur GoHenry, qui est un de nos investissements. GoHenry, c'est une société dans l'univers de la finance familiale. Donc, c'est une société anglaise qui a créé une carte de paiement pour les enfants, principalement de 8 à 16 ans. Et avec cette carte, ils ont une application d'éducation financière. C'est ça leur ambition, c'est de pouvoir permettre aux parents et aux enfants d'échanger autour des questions d'argent et d'éduquer les enfants et les familles sur ces questions de budget, sur ces questions de crédit score, parce qu'en France, on n'a pas de crédit score, mais aux États-Unis, c'est une question qui est hyper importante. Et donc, c'est une société dans laquelle on a investi fin 2020, qui est le numéro 1 aujourd'hui au Royaume-Uni sur les finances familiales et qui est en train de se développer à l'international, notamment aux États-Unis. Pour parler de la relation qu'on avait construite avec eux, nous, ça faisait plus d'1 an qu'on était en discussion avec eux. Ça nous a permis de suivre leurs évolutions et de voir qu'ils réalisaient leur plan comme ils nous l'avaient dit. Et ça, c'est toujours un signe qui est très positif. La question de la gouvernance, elle est clé pour nous en tant qu'investisseurs qui fait de l'ESG avec des résultats, parce que le G, c'est la gouvernance. Et la gouvernance... Nous, on voit le board comme un outil qui permet de piloter, de construire de la valeur pour les entreprises. Il se trouve qu'au moment où on investit, souvent, il y a déjà eu plusieurs tours de financement et donc on a des boards qui sont en majorité composés d'investisseurs financiers. Et donc, nous, on est investisseurs financiers, donc c'est super. Je pense que c'est quelque chose qui apporte beaucoup de valeur et c'est des gens qui... Mais pas que. Mais ce qui est intéressant, c'est la diversité. Ouais. Et la diversité... c'est la diversité de genre et la diversité aussi de profil. Et donc, nous, on pousse beaucoup nos sociétés pour faire évoluer la gouvernance, notamment pour mettre en place des représentants indépendants, donc des administrateurs indépendants dans leur board, parce qu'on pense que c'est l'occasion d'avoir des CEO, des fondateurs, fondatrices des scale-up ou des seniors exécutifs de grands groupes qui vont apporter ces expertises très fortes, métiers, produits au sein du board. Et nous, on va même un cran plus loin, Revaia en tant que fonds d'investissement, parce que nous aussi, on propose à nos sociétés de nous faire représenter par une personne tierce sur laquelle, donc quand on remet notre lettre d'intérêt, on va faire la liste des indépendants, des indépendants ou d'experts qu'on connaît dans le métier et qui seraient intéressants pour eux de rencontrer, d'échanger avec eux. Et on va se dire que s'ils veulent, on va rester très impliqués dans le suivi de la société et on va continuer de rester au board de cette société en étant censeur, mais la place de board member, on va l'offrir à une personne externe. Donc, dans le cas de GoHenry, on a été chercher avec la société une personne qui s'appelle Tricia Han, qui est CEO d'une grosse société consumer américaine qui s'appelle MyFitnessPal, qui avait 15 ans d'expérience sur l'acquisition client aux États-Unis, le produit, le marketing, qui sont des questions clés
pour GoHenry en ce moment qui veut se développer aux États-Unis. Oui. Et donc, cette personne, Trisha, elle nous représente au board. Elle fait aussi des ateliers spécifiques avec la société sur les questions produits ou acquisition client. Et comment vous l'avez sourcé ? Alors, le sourcing, c'est... Ouais, c'est pas immédiat quand même. Non, c'est sur un profil comme ça. C'est pas immédiat, ça prend beaucoup de temps et c'est une grosse partie de ce qu'on fait aussi, c'est de faire grossir nos réseaux. Donc nous, on a une vision très dynamique des réseaux. C'est le réseau qu'on a aujourd'hui, mais c'est aussi aller le construire en fonction des besoins et en fonction des rencontres. Et donc ça, c'est le fruit d'introduction. Enfin, on fait des méthodes de recherche comme des cabinets de chasse où on va regarder sur LinkedIn différents profils et ensuite on va demander aux personnes qu'on connaît, aux board members, s'ils ont d'autres idées de personnes qu'on devrait rencontrer. Super. Hyper intéressant. Écoute, on arrive à la fin de cette discussion que j'aurais aimé poursuivre encore pendant 1 heure. Est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les prochaines étapes pour Revaïa ? Alors là, on a un super moment parce qu'on a franchi tout un tas d'étapes critiques qui étaient la construction de l'équipe, la construction d'un premier portefeuille. Donc, on a investi dans 17 sociétés aujourd'hui, la construction de notre premier fonds avec une base d'investisseurs solides, la construction de notre marque et de notre expertise à la fois crossover et investisseurs responsables. Et donc, fort de ces premières étapes qui sont clés, là, on regarde la suite. Et donc, la suite, assez logique, c'est de lancer le 2e fonds de Revaïa, toujours sur les même thèse d'investissement, growth, tech, Europe, crossover. Et on est en train de faire grossir l'équipe. Donc, ce qui est génial, c'est que comme aujourd'hui, on a délivré sur notre plan initial, on a fait ce qu'on a dit qu'on allait faire, mais on a un bon momentum. Et donc, on élargit, on étoffe notre équipe à la fois en investissement avec des recrutements en Allemagne. Au Royaume-Uni aussi, on aimerait bien commencer à regarder ce pays. Et dans toutes les fonctions corporate, on fait grossir. Donc là, on est une quinzaine. On va passer à 20 personnes dans les prochains mois. Et avec ce 2e fonds, toujours aussi ambitieux, malgré un écosystème, malgré un contexte un macro qui est compliqué. Ouais. On continue d'être assez optimiste, voilà, en naviguant comme on peut. Parfait. Tu as été briefé. Moi, je demande toujours une recommandation à la fin de mon podcast. Qu'est-ce que tu nous recommandes ? Alors, comme livre, je recommande un livre de Bill Gates qui s'appelle « How to Avoid a Climate Disaster » parce que je trouve que c'est évidemment une question centrale pour nous tous. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'on va pouvoir décortiquer le problème du réchauffement climatique. Il n'y a pas une solution. C'est une multiplicité de solutions, de changement de nos modes de consommation, de réponses technologiques pour pouvoir capturer certaines émissions, pour pouvoir émettre moins, de changements collectifs réglementaires. Et donc, je trouve que de pouvoir adresser cette question d'une façon pragmatique et avec des solutions ou des propositions de solutions multiples, c'est quelque chose qui est indispensable pour nous tous. Merci pour cette inspiration. Merci beaucoup Alice pour ton temps. Merci Solène. À bientôt. À bientôt, merci. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine!